Cyril Gane est très surcoté. Ok, les gens, il faut qu'on se dise la vérité à partir d'un certain moment. Je sais que cette vidéo, elle va blesser beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont se sentir offensés, comme si j'ai insulté leur frère ou j'ai insulté leur tonton ou je sais pas quoi. Mais c'est juste la zone ici, les gens. Genre, je dois vous dire la vérité. Je suis pas un média lisse. Moi, genre, quand je remarque un truc sur un combattant et quand je fais des analyses sur des combattants ou quoi que ce soit, je dois vous le dire. Genre, je vais pas. Je sais que en faisant cette vidéo également, je sais qu'à l'avenir, c'est impossible que j'ai une interview avec Cyril Gane. Mais je dois juste vous le dire, vous savez. Donc, salut la zone, comme d'habitude, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se capte dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer selon moi et d'après les sources que j'ai eues et d'après les recherches que j'ai faites, pourquoi est-ce que Cyril Gane, c'est un combattant qui est juste très surcoté. Et je vais être honnête avec vous, genre ça découle un petit peu de son dernier combat qu'il a eu contre Alexander Volkov, donc on va en même temps parler de ça. Alors, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, et surtout si tu as envie de supporter la chaîne, je te conseille fortement de t'abonner à la zone. Et en plus, ça, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin et te mettre le coup du marteau. Alors, on va commencer tout d'abord par parler du palmarès de ce bon vieux Cyril. Alors, Cyril Gane, comme tu le sais très probablement, ou peut-être pas, il a un palmarès de 13 victoires pour 2 défaites. Ces 2 défaites, comme tu le sais, toi aussi, elles ont été imposées tout d'abord par Francis Ngannou par décision unanime et ensuite par Johnny Bones Jones. Alors on va parler maintenant du palmarès de Cyril Gane, je l'ai littéralement pull-up devant moi. Sa première victoire, elle était contre Rafael Pessoa. Donc c'était, il l'a gagné par soumission, par arm triangle. Et après, à l'époque, genre, le combattant contre qui il se battait, il avait une victoire pour 2 défaites. Et juste après ça, il a eu une série de 4 défaites d'affilée. Après, Cyril Gane, il a battu Dontel Maes. Bon, ça c'était, ouais, juste après, il avait battu Dontel Maes. Et ce combattant, lorsqu'il se battait contre Cyril Gane, il avait un palmarès de 4 victoires pour 5 défaites. Donc, encore une fois, il avait un palmarès négatif. Quelques temps plus tard, Cyril Gane, il a battu Tanner Bowser, genre, qui était sur 5 victoires, 5 défaites. Et maintenant, on voit qu'il est au GFL. Après, Cyril Gane, il a battu Junior Dos Santos, qui après ça, il a eu 3 défaites d'affilée également. Et qui va aller au GFL également. Et genre, que maintenant, il fait littéralement du bare knuckle fighting. Après, genre, sa victoire, je me dis, genre, qui est la plus impactante? C'était très probablement celle qui était contre Rosenstrike, genre, Jairzinho, j'ai absolument rien à dire sur ça. Même pas, je veux dire, sur Rosenstrike, mais genre, sa victoire la plus impactante, je dirais plutôt que c'est celle qu'il a eue la première fois contre Alexander Volkov. Ça, je peux absolument rien dire sur ça. Le problème, en fait, par rapport à Cyril Gane, c'est que moi, je me dis qu'il n'arrive pas à battre un top 5. Et genre, je vais continuer à te parler un petit peu de son palmarès, ok? Donc, les plus grosses si on parle un petit peu des plus grosses victoires de Cyril Gane, il y avait bien évidemment celle contre Derrick Lewis et celle contre Tai Tuivasa. Mais le problème, en fait, que je veux te dire par rapport aux victoires qu'il a eues contre Tai Tuivasa et contre Derrick Lewis, c'est tout simplement que il était censé les gagner. Je suis désolé à partir d'un certain moment parce que même si on parle en termes de style de combat, je veux dire, bah Cyril Gane, il était juste pas censé perdre ses combats parce que quand tu vois Tai Tuivasa et Derrick Lewis sont 2 combattants qui, tu vois, genre ils sont très puissants. Genre Derrick Lewis, il a le record des KO genre à l'UFC. C'est juste des combattants genre qui vont te chercher, genre ils vont essayer de mesurer la distance avec toi et d'un coup ils vont essayer de t'envoyer genre un coup super puissant, genre un big shot, tu vois. Et genre, d'habitude, c'est ce coup-là qui termine. Mais vu l'athlétisme, genre, de Cyril Gane, et genre, vu ses capacités physiques, bah, normalement, et vu sa taille également, et son allonge, normalement, il doit juste. Genre, c'est dans ses cordes, en fait, je veux dire, genre, de pouvoir battre ses 2 adversaires, genre, de par son athlétisme, et genre, de son Muay Thai, genre, normalement. Donc, je dis pas que Cyril Gane est nul, je dis pas quoi que ce soit, mais genre, je dis juste que face à ses adversaires, genre, il est censé être en mesure de les battre, tu vois. Donc, et en plus de ça, genre, malheureusement, il a battu Tai Tuivasa, ok, genre, ça c'est, je sais que c'est devenu légendaire, il a failli se faire terminer par Tai Tuivasa également. Mais après ça, Tai Tuivasa, il devient quoi? Maintenant, il est sur une série de 5 défaites d'affilée. Derrick Lewis également, genre, il est en train de struggle, genre, mais à un point. Genre, c'est ça qui est un petit peu chaud par rapport à Cyril Gane. Maintenant, on a parlé de ses victoires, genre je t'ai fait comprendre genre que les victoires de Cyril Gane, genre certes c'était des victoires, mais c'était pas phénoménal, genre c'était pas Aspinall level, genre en quelque sorte, c'est pas John Jones level, genre c'est pas Ngannou level. Mais maintenant, genre si je te parle genre de ses défaites,
je sais que genre la majeure partie du temps quand on parle des défaites de Cyril Gane, on dit directement ouais mais Cyril Gane genre il a affronté les plus grands, bien sûr qu'il va perdre contre John Jones. Genre déjà ça j'ai l'impression que c'est pas une bonne mentalité. Genre à quel moment bien sûr tu perds contre John Jones? Dominic Reyes que personne ne connaissait a battu John Jones. Et oui genre je vais continuer à dire ça parce que dans ma tête genre clairement Dominic Reyes il a battu John Jones. Donc maintenant si on parle genre des défaites genre je veux dire de Cyril Gane, la première c'était contre Francis Ngannou. Et là ce qui est vraiment intéressant à voir c'est que Ngannou, il était blessé quand il se battait contre Cyril Gane. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir. Genre, il avait son ACL qui était tordu. Genre, normalement, il était même pas censé pouvoir lutter, mais il a quand même, malgré ça, réussi à amener Cyril Gane au sol, de le maintenir et genre de bien lutter contre lui. Donc, un Francis Ngannou qui était très endommagé, il a réussi quand même à battre un Cyril Gane qui était en bonne santé, genre, et en bonne forme. Et le truc, c'est que tout le monde vient me dire que, ouais, John Jones, c'est normal qu'il batte Cyril Gane. Mais ok, il y a battre Cyril Gane et il y a battre Cyril Gane, tu vois. Parce que le truc que John Jones a fait, genre, sur Cyril Gane, il était juste pas censé le faire sur Cyril Gane parce que le fait que John Jones se soit battu récemment contre Stipe Miocic, genre, ça en dit beaucoup sur Cyril Gane, genre, et je suis désolé. Parce que le fait que John Jones, genre, le fait que Stipe Miocic, genre le vieux Stipe Miocic qui avait 40 et quelques ans, années, je sais pas, et qu'il a affronté John Jones et qu'il ait réussi à gagner certains rounds contre John Jones et qu'il est tenu pendant si longtemps contre John Jones et il réussissait à tenir au sol contre John Jones. Le fait que tu vois ça d'un côté et que de l'autre côté tu vois Cyril Gane genre qui s'est fait emmener au sol et détruire en 3 minutes par John Jones. Là, ça en dit beaucoup sur Cyril Gane, je suis désolé. Genre, je sais que peut-être là, genre, on peut dire, ouais, c'était sur l'ancien Cyril Gane, mais genre, Cyril, c'est Cyril, tu vois. On peut pas vraiment trop, genre, juger un combattant en mode, ouais, il a changé maintenant, tu vois. Genre, t'es obligé de juger, genre, les choses que tu vois. Donc, ouais, après, il a battu Spivak aussi, genre, comme je te dis, genre, ça va, genre, c'est pas rien, mais c'est pas incroyable non plus, tu vois. Après là, je suis en train de parler en mode, c'est pas incroyable, je sais, genre je vois ton commentaire venir, ok, genre je vais, I'm gonna take accountability, genre directement, genre, je sais que Cyril Gane me tue, ok, je sais que Cyril Gane me met en boule et il me jette par la fenêtre, je sais que Spivak me tue, je sais que Volkov me tue, ok, mais genre je me dis quand même que Cyril Gane, genre le fait qu'il batte Spivak, c'est pas une dinguerie, genre c'est un truc auquel on était censé s'attendre, tu vois. Après, c'est un autre point qui est très important et qui revient très souvent dans la conversation lorsque l'on parle de Cyril Gane. Bah, c'est tout simplement son fight IQ, et genre ses décisions. Et genre, lorsque je te parle de ses décisions, je te parle même pas simplement de ses décisions dans la cage, mais parfois même certaines de ses décisions en dehors de la cage, ça te fait un petit peu remettre Cyril Gane en question. Donc, parfois, je suis désolé, genre, il n'y a pas d'autre terme, mais il prend des décisions bêtes. Je suis désolé. Comme par exemple, lorsqu'il était en train de se battre, genre très récemment, contre Alexander Volkov, genre dans leur deuxième combat, et que, genre, Cyril Gane, tu vois qu'il était en train de perdre, genre, je pense qu'il avait déjà perdu 2 rounds, et que d'un coup, genre, il se met au sol, et genre, il maintient, genre, un leg lock, genre, sur Volkov pendant environ 2-3 minutes du round 1, après genre qu'il réussit, genre qu'il reste juste sur le sol à tenir la jambe de Volkov, alors que tu vois très, très clairement que Volkov n'est pas du tout en danger. Et genre Cyril Gane qui perd environ 2-3 minutes, genre qui était un temps très précieux, genre qui était un temps genre, dont il avait vraiment besoin genre pour essayer de terminer le combat au plus vite parce que Volkov menait de fou, tu vois. J'ai dit leg lock ou j'ai dit Kimura, parce que si je parlais du combat contre Volkov, là je parlais très clairement d'une Kimura, je suis désolé, my bad. Mais genre, là où je voulais parler d'une leg lock, au contraire, c'était tout simplement dans son combat contre Francis Ngannou, où genre il était parfois en position dominante, et que d'un coup, genre, il s'est mis lui-même au sol, genre il a mis son dos au sol, je veux dire, genre pour tenter une Kimura sur Francis Ngannou. Alors que, un truc genre qui est vraiment important à prendre en compte, c'est tout simplement que lorsque t'es un heavyweight, genre, la lutte, genre si t'as fait de la lutte ou si t'as fait du jiu-jitsu ou quoi que ce soit, tu vas directement capter ce que je suis en train de te dire. La lutte, genre des heavyweights et la lutte des combattants plus légers, elle est totalement différente. Lorsque vous êtes des heavyweights et que vous êtes en train de lutter au sol, bah, genre là, la puissance, elle compte beaucoup plus que si t'étais un combattant léger, tu vois. Donc, genre, bien évidemment, il y a encore de la technique, genre la technique, elle va toujours être là. Mais genre, la puissance, genre, en tant que telle, du Francis Ngannou, genre, elle comptait beaucoup plus. Donc le fait que Cyril Gane soit juste mis sur son dos, bah, il s'est juste mis dans une situation beaucoup plus dangereuse, tu vois.
Et donc, ça, c'est un petit peu l'un des trucs qui fait que Cyril Gann, parfois, on peut remettre ses décisions un petit peu en compte. Et moi, genre, le truc majeur qui me fait remettre en question les décisions et l'habilité, genre, qu'a Cyril Gann à prendre des décisions, c'est même pas par rapport à un truc dans la cage, tu vois, c'est par rapport à des trucs en dehors de la cage. C'est tout simplement que Cyril Gann, en fait, pourquoi est-ce que tu restes avec Fernand Lopez? Je sais que là encore, je me suis fermé une porte parce que les gens, la team Fernand Lopez et tout, genre, vous allez pas vouloir faire d'interview avec moi, mais who cares? Genre, Cyril Gann, pourquoi est-ce que tu t'accroches à ce point, genre, à Fernand Lopez? Parce que, genre, il y a un truc qui est très intéressant à voir, c'est tout simplement que genre, check juste comment les combattants ils évoluent lorsqu'ils quittent la MMA Factory. Check juste comment les combattants ils évoluent. Genre, les combattants de l'UFC, je veux dire, ils évoluent lorsqu'ils quittent le cocon. Genre, lorsqu'ils quittent, genre, Fernand Lopez. Je peux te donner l'exemple de Francis Ngannou qui a explosé après avoir quitté la MMA Factory. De la même façon que je peux te donner l'exemple de Nassourdine Imavov qui a quitté Fernand Lopez et que depuis, genre, il est sur une ascension de fou. Personne ne l'arrête. Donc ça, littéralement, c'est également l'un des trucs genre, qui me fait un petit peu remettre en question genre les habilités genre, de Cyril Gann à prendre des décisions. Parce que, oui, je sais que c'est peut-être une question de zone de confort. Je sais pas, genre, j'ai pas la réponse. Peut-être que Cyril l'a. Donc ouais, c'est un petit peu ça par rapport au MMA Factory. L'un des points les plus évidents lorsque l'on parle de Cyril Gann également, et genre qui a vraiment fait le tour du monde après la défaite de Cyril Gann face à John Jones, c'est tout simplement sa lutte, genre c'est genre littéralement c'est lacune au niveau du sol. Et ouais, genre donc ça je vais pas vraiment trop insister sur ce point là parce que quasiment on le sait tous, Cyril Gann a vraiment beaucoup de lacunes au niveau du sol, au point que comme je te le disais précédemment, genre un Francis Ngannou blessé arrive à le dominer au sol, genre là tu peux te rendre compte que genre c'est un problème parce que Francis Ngannou déjà de base c'est pas du tout un lutteur, mais le fait que tu sois déjà Francis Ngannou qui n'est pas un lutteur et en plus ça que tu sois blessé et en plus ça que tu arrives à dominer Cyril Gann au sol, là tu peux te rendre compte quand même qu'il y a un certain problème. John Jones également, genre qui a réussi à capitaliser sur une petite erreur de Cyril Gann. Bon, je dirais pas une petite erreur parce qu'après Cyril Gann, il s'est pas vraiment très bien ressaisi après cela, jusqu'à exposer sa tête de sorte à ce que John Jones puisse mettre une guillotine. Ça également, c'était plein d'erreurs. Volkov également, genre qui a réussi à dominer Cyril Gann au sol, alors que je précise bien également que Volkov, même si je sais que son nom, ça donne le nom de lutteur et tout, mais Volkov, il a commencé à lutter très récemment. Volkov, c'est pas du tout un lutteur, c'est un striker. Donc, tous ces trucs-là, ça montre vraiment que Cyril Gann, genre, bah, il a vraiment des faiblesses au niveau du sol. Faiblesses qu'il pourrait améliorer de fou s'il décidait de quitter le MMA Factory, mais bon, j'imagine que chacun ses choix. Je vais vous donner un avis impopulaire, ok? Je vais vous donner une unpopular opinion. Cyril Gann n'est pas un si bon striker qu'on le pense. Et je sais que là, vous commencez déjà à me tomber dessus dans les commentaires et tout, mais je suis désolé, mais c'est la vérité. Genre, Cyril Gann, je sais qu'il est bon en striking. Je sais que genre, c'est un combattant qui est super athlétique et tout, mais ce n'est pas le génie de striking genre, que l'on essaye de nous faire croire. Ce n'est pas Aspinall level, encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas John Jones level également. Genre, c'est un bon striker, mais c'est pas un striker de génie. Et en fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est un petit peu par rapport à une théorie genre qu'il y a par rapport à ce genre de striker, un petit peu comme des Manel Cap ou genre des MVP, genre ce genre de striker. Genre, je vous dis pas que c'est des mauvais strikers, mais en fait, il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est que vu que ce sont des combattants genre qui vont beaucoup bouger, genre ils bounce et tout, genre quand ils se battent, ça va pas vraiment être le genre de combattants genre qui vont se fixer, essayer de te terminer et tout, mais ça va plus être le genre de combattants qui vont beaucoup bouger, genre envoyer des jabs, genre beaucoup bouger et tout. Genre en fait, les juges, lorsqu'ils voient ça, bah automatiquement ils se disent que ouais, genre ils contrôlent bien l'octogone, genre ils contrôlent bien la distance, sûrement c'est lui qui doit être en train de mener. Mais en fait, c'est là que c'est dangereux parce que souvent tu peux voir genre des combattants qui vont beaucoup bouger, genre exactement l'exemple de Manel Cap, nul non plus, je dis pas qu'il est nul. Tu vas voir des combattants qui vont beaucoup bouger, genre essayer de ils vont juste beaucoup bouger, genre ils vont vraiment montrer leur athlétisme et tout. Et bah après, à partir de ce niveau-là, directement, bah on va se dire que ouais, ils sont en train de gagner, genre ils maîtrisent le combat et tout, alors que ça arrive souvent, genre qu'ils ne font pas grand-chose. Et bah ça c'est exactement l'exemple du combat qu'il y a eu entre MVP et Ian Gary pendant l'été, dans lequel, ouais, j'étais en train de checker genre la statistique, mais c'est exactement ça. Dans ce combat-là, MVP, là, genre malgré qu'on pensait qu'il était en train de dominer Ian Gary de fou, mais il a juste mis 15 frappes, tu vois. Sur tout le combat, il a juste mis 15 frappes. Mais c'est juste que lorsque tu vois quelqu'un beaucoup bouger et tout, tu te dis juste qu'il est en train de mener. Et c'est un petit peu ça le truc qu'il y a un petit peu par rapport à Cyril Gann. Et je me demande un petit peu si c'est pas à cause de ça également, genre que les juges, ils ont été aveugles et qu'ils ont donné la victoire à Cyril Gann devant Alexander Volkov, alors que
Jusqu'à présent, je suis déçu de cette décision. Genre, c'est un truc qui avait juste absolument aucune logique, tu vois. Enfin, le dernier point par rapport à Cyril Gane, avant que j'arrête de lui tomber dessus, parce que sinon, je sais genre que je risque de me manger un jab. C'est tout simplement, genre, le sens de priorité, tu vois. Parce que parfois, j'ai l'impression que littéralement, c'est juste un sens, genre, c'est juste une question de priorité. Est-ce que t'as envie, genre, juste de rester, genre, numéro 3, numéro 2 de la catégorie? Ou bien, genre, est-ce que tu veux aller vraiment prendre la ceinture? Parce que les actions de Cyril Gane, parfois, ça te fait te dire que peut-être qu'il est juste bon là où il est. Et c'est ok, genre, en vrai. Genre, il y a des combattants qui sont juste ok avec le fait de ne pas être champion et genre de bien gagner leur vie, genre de combattre et tout, mais genre qui n'ont pas particulièrement envie d'être champion. Et si c'est le cas, c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est tout simplement genre que si Cyril Gane, son objectif c'est vraiment genre de devenir champion undisputed, j'ai l'impression que parfois genre il y a un petit peu un problème genre au niveau de ses priorités. En disant cette phrase là, j'ai l'impression que je suis en train de donner des conseils à Cyril Gane et tout, mais c'est pas le cas. Je suis en train juste de vous dire genre ce que j'ai remarqué, tu vois. Donc Cyril Gane, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est tout simplement par rapport genre, à sa présence en dehors de l'octogone. Parce qu'un truc qui est intéressant à voir, c'est que Cyril Gane, genre, en dehors de l'octogone, entre 2021 et 2024, bon, il a apparu dans 4 films, genre 4 œuvres scénaristiques, je dirais. Parce qu'il a apparu dans The Misadventures of Heidi and Cokeman, il a apparu dans Validé, il a apparu dans Medellin, et récemment, il a apparu dans la série Netflix La Cage. Et en plus, le truc, c'est que genre, lorsqu'il apparaît, c'est pas juste une petite apparition, comme je sais que John Jones également, il était dans La Cage, mais c'était juste une apparition rapide. Mais Cyril Gane, genre, il joue, genre, littéralement, c'est quasiment, genre, c'est un personnage intégrant de l'histoire. Et le problème, c'est que, genre, quand t'es censé devenir champion de l'UFC, bah t'es pas vraiment censé avoir autant le temps genre de faire ce genre de truc là, tu vois. Genre t'es censé beaucoup plus être en train de hustle et c'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles Cyril Gane, bah il est beaucoup moins actif, tu vois. Cette année-ci il s'est battu une seule fois alors qu'il aurait pu, genre si c'était pas ça, il aurait pu genre peut-être plus s'entraîner genre pour être dans plus de camps d'entraînement et plus combattre, tu vois. Ouais, genre c'est vraiment l'une des raisons genre les plus majeures par rapport. Genre c'est l'un des trucs en gros genre qui fait également que peut-être pas en France mais à l'international Cyril Gane il est pas trop apprécié parce que ça nous amène encore genre, à un autre truc qui est le fait que Cyril Gane genre à l'international il est vraiment vu comme un enfant gâté genre par l'UFC parce que genre Cyril Gane on lui donne juste souvent des title shots comme ça. Déjà là tu vois que de manière super controversée genre il a réussi à battre Alexander Volkov. Je suis pas du tout d'accord avec cette décision mais vu que les juges ont vu ça donc les juges ont vu ça. Étant donné qu'il a battu Alexander Volkov, maintenant la suite ça va être quoi? Genre, automatiquement on va lui donner un title shot. Il va affronter Aspinall j'imagine. Alors que normalement il n'était pas censé affronter Aspinall du tout parce que déjà je vais préciser genre que lorsque Aspinall n'était pas champion, Cyril Gane avait refusé d'affronter Aspinall parce qu'il n'avait pas la ceinture. Alors que Cyril Gane normalement il n'était pas censé avoir des prétentions de ceinture à ce moment-là parce qu'il venait d'une défaite. Même pas il venait d'une défaite, il venait juste d'une victoire genre je pense contre Spivak. Là tu mérites pas automatiquement un title shot contre ça, genre après ça tu vois. Mais non, genre Cyril Gane, genre, on lui donne un petit peu genre, cette facilité genre, d'obtenir des title shots. Et ça nous emmène tout simplement au dernier point, genre, qui est le fait que bah, Cyril Gane, en fait, c'est juste que l'UFC a trouvé une porte d'entrée vers le marché français. Genre, en gros, c'est juste ça. Parce que l'UFC, genre, il a juste remarqué que si tu as envie d'entrer dans le marché français, bah, il te faut une star, genre, en France et tout. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'ils ont trouvé Cyril Gane. C'est un petit peu pour ça, genre, que parfois, tu peux avoir l'impression qu'il lui facilite un petit peu le chemin, genre, qu'il lui donne des title shots de manière assez facile, genre que parfois il y a des décisions un petit peu bizarres, un petit peu comme la dernière fois. Parce que si tu parles de la plus grosse star de pay-per-view en France à l'heure actuelle, bah ça va clairement pas être Benoît Saint-Denis, genre qui est sur une mauvaise série. Ça va clairement pas encore être Nassourdine Imavov, mais c'est tout simplement Cyril Gane. Mais bon voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à Cyril Gane, genre c'est vraiment des constats genre que j'ai fait depuis assez longtemps et je me suis dit que je vais les partager avec vous au risque de me fermer plusieurs portes. Mais bon, comme je te l'ai dit, comme je le dis très souvent dans la zone, on tire sur tout le monde, personne n'est à l'abri. Mais bon, voilà. Donc, comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et si t'as un truc à me dire par rapport à cela, juste fais-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, la famille, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.